Depuis plusieurs mois, partout dans nos pays, les jeunes organisent des marches pour la protection du climat. Cette révolte, si elle sort de l'ordinaire, n'est pas la première du genre. Car déjà en 1964, aux États-Unis, d'autres jeunes manifestaient contre la guerre du Vietnam. Puis, en mai 68, ce sont les étudiants de la faculté de Nanterre qui sont descendus dans les rues de Paris. Ils se rebellaient contre la société bourgeoise, contre l'université et surtout contre le manque de perspectives d'avenir. Ils revendiquaient la libération de la parole et des mœurs et ils souhaitaient que chacun ait la possibilité de s'épanouir en toute liberté. Après avoir analysé ces événements, on en vient rapidement à cibler de nombreuses différences. Tout d'abord, en 1968, le mouvement a été extrêmement violent, alors qu'en 2019, les manifestations ont toujours été pacifiques. Un autre point très important, c'est qu'en 68, les manifestants étaient contre tout. Tandis qu'aujourd'hui, les jeunes sont positifs, ils militent pour le climat et ils demandent au gouvernement de prendre des mesures réalistes, comme par exemple la réduction des gaz à effet de serre, la programmation d'énergie durable ou la priorité accordée à la nourriture locale et biologique. Toutes choses réalisables à court ou à long terme. Les résultats de ces révoltes ont été fort différents. Dans les années 70, on a vu des jeunes manifestants partir à la suite de gourous vers des destinations improbables. D'autres se sont installés dans la nature, seuls ou en communauté, dans le but de reconstruire des villages ou d'élever des chèvres et des moutons. Et cela malheureusement sans avoir la moindre formation dans aucun de ces domaines. Évidemment, les échecs n'ont pas arrêté de se succéder. La grande différence, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes sont conscients de ce problème. Ils savent que c'est très bien de manifester, mais que pour faire changer les choses, il faut agir et s'en donner les moyens. Heureusement, il existe des jeunes qui, sans être descendus dans la rue, s'inscrivent parfaitement dans cette nouvelle vague éco-responsable. À Curel, dans la vallée du Jabron, j'en ai rencontré deux, Sophie et Pedro. Ils ont la tête sur les épaules, du courage à revendre, un but raisonnable et surtout une solide formation. Faisons leur connaissance. Moi, je viens de Paris à la base. Mais, en fait, donc, nous, avant, on travaillait dans l'environnement. Oui. Sur les oiseaux, les chauves-souris, puis après on a été en Afrique. Et en fait, en revenant, on avait envie de faire un projet agricole, donc on a commencé à se former, on a fait une saison chez des maraîchers dans le Var. Et après, donc on cherchait des terres. Et il y a un lycée agricole à Verdines-les-Bains qui a une parcelle qui est déjà équipée, il y a tout d'installé, des serres, tout le matériel. Mais du coup, voilà, ça permet de, pendant 2 ans, de 1 an à 3 ans, de s'entraîner, entre guillemets. Je suis arrivé dans la vallée au mois de janvier 2018. Je cherchais à m'installer en maraîchage depuis l'année dernière. On a découvert la parcelle, qui faisait 2 hectares, tout à plat. On s'est dit, on va se lancer. En fait, sans connaître la vallée du Jabron, tout ce qu'on a entendu de la vallée, c'était que du bien. Beaucoup d'installations en agriculture, bio, les études aussi. Notre projet, c'était pouvoir offrir des bons produits aux gens, quoi. Ça, c'était notre idée. Et on a eu un super accueil. On s'est dit, waouh, ça va être génial, quoi. On
on a postulé pour un espace test agricole. Donc début janvier, on est monté dans la vallée. On s'est dit, banco, on s'installe, on va essayer. Je sais pas pourquoi, je suis assez confiant. Oui, mais avant ça, pour arriver à être maraîcher, vous avez quand même une formation. Oui, moi j'ai une formation agricole et environnement, et Pedro a une formation environnement. Donc les plantes et tout, on sait comment ça se passe. J'ai fait une école d'ingénieur agronome. Moi, c'était pas du tout ce que je voulais, et du coup j'ai repris un master en écologie. Et là, j'avais trouvé ma voie. Et j'étais à Grenoble chez des amis. C'est là qu'on s'est rencontrés avec Pedro. Donc au final, un an après s'être dit on se lance, on y va à fond, voilà, on est là et on est prêt à se lancer nous-mêmes pour la saison, quoi. Là, les choux, ils sont bons à planter. Là. Donc la semaine prochaine, normalement, on va planter les choux. Du chou cabu vert, du rouge, du brocoli, chou-fleur, chou-cane. Et vous avez un système d'irrigation? Ouais, oui, on a une pompe qui prend dans la rivière. Quand il fait chaud comme ça, oui, il faut arroser au moins 2 ou 3 fois par jour. Après, quand les journées sont couvertes et qu'il fait un peu plus doux, parfois il n'y a même pas besoin d'arroser, parfois on arrose une fois. Ça dépend des cultures après. Hein. Ce sont des graines bio aussi? Vu qu'on est certifié bio, il faut absolument que normalement toutes nos graines soient bio. Après, il y a la possibilité d'avoir des dérogations quand les semences sont pas trouvables en bio, on peut les prendre en non traité. Ça peut arriver qu'il y ait des variétés en fait qui n'existent pas en bio en fait. Hein. Là, tout ça, il y a des réglementations, il faut vraiment faut suivre les règlements, quoi. C'est très bien de produire, mais il faut écouler. Oui. Comment? On fait un système de panier sur commande, que les gens viennent chercher le mardi, ils commandent le samedi en gros. On fait des marchés. Ça va. Ah oui, je veux la tomate. La roquette comme salade, qu'est-ce que je peux faire? Alors on a la feuille de chêne, de la batavia et une autre batavia un peu plus croquante. Les feuilletus. Une de tombée. On a un peu aussi de temps en temps un magasin de producteurs à Sisteron, on complète. Et puis voilà, pour le moment on a commencé petit aussi, donc rien que ça suffit à écouler nos produits. On a fait un peu de transformation l'année dernière pour les tomates, on a fait transformer en sauce, qu'on a revendu. Et puis après nous on a fait pour notre consommation personnelle, toutes nos sauces pour l'hiver, on a donné aussi un peu à la famille et tout. Donc, ça fait que 1 an qu'on est installé, donc on est encore... Enfin voilà, il y a toujours quelque chose à faire en fait. C'est comme nous, ça nous plaît, du coup on n'arrive pas trop à prendre 2 jours de repos. Il y a une politique de la mairie qui vise à faire venir... Non, c'est vraiment, ça vient des gens. Et je pense que aussi, pour rester vivre dans la vallée, quand on n'a pas envie d'aller travailler à Sisteron, il faut créer son activité. Donc il y a pas mal de gens qui ont créé leur petite activité, qui font un peu de service traiteur, qui font à manger, donc ça leur permet de rester ici. Et donc c'est ça qui fait qu'il y a pas mal de gens à leur compte, des artisans, des charpentiers, de tout en fait. Et vous, personnellement, comment voyez-vous votre avenir? Pour l'instant, le grand défi, c'est d'arriver à produire des légumes. Ouais, ouais je vois l'avenir comme quelque chose de assez... Ouais, plutôt épanoui, avec plein de choses qu'on aime, qui nous ont un peu manqué ces dernières années. La vallée du Jabron est assez peu peuplée, il y a beaucoup d'espaces naturels autour. Alors, on est naturaliste aussi, donc moi je fais beaucoup d'ornithologie. On s'intéresse aussi aux plantes, un petit peu à tout, quoi. Donc là, on a tout ce qu'il faut autour de nous aussi. Voilà, c'est s'épanouir professionnellement, personnellement. J'ai envie de broquer l'avenir à pleines dents.
Je me vois vraiment bien dans cette vallée et je pense que c'est vraiment le lieu où j'ai envie de poser mes valises une bonne fois pour toutes et puis profiter de la vie. Sophie et Pedro ne sont pas venus manifester. Ils se sont formés et aujourd'hui, ils mettent en pratique les revendications de la rue. Et je pense qu'avec des jeunes comme ça, il y a encore de l'espoir pour notre planète.